La fameuse invasion de la Sicile par les ours. Vous avez la petite carte d'Italie et de la Sicile sur le fichier Drive que vous êtes tous censés pouvoir ouvrir et je vous raconte la suite. Nous en sommes à l'ours Théophile. Peut-il y avoir plus grand sage? Il a l'expérience des ans, donc il est âgé, l'ours Théophile. Le roi Léonce lui demande souvent conseil. Dans notre histoire, il n'apparaîtra que quelques minutes. Pas même en chair et en os, comme vous verrez. Mais il est tellement bien que ce serait méchant de ne pas le citer. L'ours Emery, de condition modeste, mais d'âme généreuse. Donc, de condition modeste, il n'est pas très riche, il est plutôt pauvre. Mais il a une âme généreuse, il est enclin à donner. C'est quelqu'un qui donne beaucoup et plein de bonne volonté. Le plus souvent, il se tient à l'écart, perdu dans des rêves merveilleux, pleins de batailles et de gloire. Deviendront-ils réalité? Sauf erreur, un jour ou l'autre, il fera parler de lui. Donc, il est plutôt rêveur cet ours, et il rêve de bataille et de gloire. L'ours Emery. Ensuite, on a l'ours frangipane. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. C'est une préparation que l'on met dans les galettes du 6 janvier. La galette des rois, un mix entre beurre, pâte d'amande et œuf, il me semble. À première vue, vraiment rien de particulier, mais digne d'admiration pour l'ingéniosité de son esprit. Il est ingénieux, donc il réfléchit et trouve des solutions. Il se plaît à imaginer quantité de machines et de mécanismes indiscutablement géniaux. Donc, c'est un ours créatif. Malheureusement, dans la montagne, il ne dispose pas du matériel nécessaire. Aussi n'a-t-il pu jusqu'à présent mettre sur pied rien de bien notable. Mais que réserve l'avenir? On ne sait pas, on va peut-être avoir besoin de lui quand même. Et puis, c'est toujours chouette d'avoir quelqu'un d'ingénieux. L'ours jasmin, doué d'un rare sens de l'observation, il lui arrive de voir ce que des gens plus instruits que lui ne voient pas. Un beau jour, il deviendra une sorte de détective amateur, une brave bête à laquelle on peut faire pas entièrement confiance. Donc, il regarde, il note des choses, il voit ce qui l'entoure et il en tient compte. Donc, peut-être qu'il sera détective. Euh, il va repérer des éléments et puis résoudre des problèmes. Le sire de Molfette, prince d'une certaine importance, cousin et allié du grand-duc. Donc le grand-duc, je vous rappelle, c'est celui qui dirige une ville de Sicile, toute une province. C'est lui, c'est le tyran de Sicile, ennemi juré des ours, et le sire de Molfette, donc le roi de Molfette, est son cousin. Donc on peut présumer que c'est quelqu'un de pas vraiment bienveillant, hein, le sire de Molfette, parce que c'est le cousin du grand-duc qui, lui, est un tyran, qui règne par la tyrannie. Il décide de tout, il est le seul à porter justice, à prendre des décisions sans tenir compte des conseillers. Le sire de Molfette, prince d'une certaine importance, cousin et allié du grand-duc, il dispose d'une armée tout à fait étrange et redoutable, telle qu'aucun autre monarque n'en possède. Pour l'instant, nous ne pouvons rien vous dire de plus, même si vous insistez. Troll, vieil ogre perfide. Perfide, c'est qui agit de façon traîtresse et sournoise, qui habite le château de Tramontin. Il se nourrit de préférence de viande humaine, tendre si possible, mais aussi d'ours à l'occasion. Tout seul, vieux comme il n'arriverait probablement pas à se la procurer. C'est précisément pourquoi il a pris à son service le croque-mitaine en personne. Donc le troll est un personnage qui n'est pas très sympathique, qui est plutôt à craindre pour les ours. Il peut se nourrir d'ours, donc c'est dangereux pour eux. Et son ami est le croque-mitaine. Qui est ce personnage? C'est
attendez, je fais la mise au point, tic. Un monstre légendaire et très féroce. Nous estimons préférable pour l'instant de ne pas nous étendre. Vous aurez suffisamment peur lorsqu'il entrera brusquement en scène. Inutile de vous effrayer d'avance. Comme disait si justement ce cher ours Théophile, il est toujours assez tôt pour les choses tristes. Le serpent de mer, autre monstre encore plus gigantesque et non moins dangereux. En revanche, il est plus propre, vivant dans l'eau. Donc il est moins sale que les autres personnages, que certains autres. Il a la forme d'un serpent, comme son nom l'indique, mais avec la tête et les dents d'un dragon. Le loup-garou, troisième monstre, il se peut qu'il n'intervienne pas dans l'histoire. Il ne devrait même pas intervenir si nous sommes bien renseignés. Mais on ne sait jamais. Il pourrait survenir d'un instant à l'autre dans le récit. Et à ce moment-là, de quoi aurions-nous l'air? Donc là, Dino Buzzati s'amuse avec nous. Il nous met des personnages qu'il n'est pas sûr d'utiliser dans le roman, mais il nous en parle quand même, au cas où il lui prendrait la fantaisie de mettre un loup-garou dans l'histoire. Donc, il aime nous surprendre. On ne sait pas s'il sera là ou pas. Fantômes divers, d'aspect inquiétant mais inoffensifs. Inoffensifs, c'est qu'ils ne font pas d'offense, c'est-à-dire pas de mal. Ils ne font aucun mal, ces fantômes. Ce sont les esprits des hommes et des ours morts. On les distingue difficilement les uns des autres. En effet, lorsqu'ils se changent en spectres, c'est-à-dire en l'apparence d'un homme mais qui n'est pas un homme, les ours perdent leur poil et leur museau s'aplatit. En conséquence, ils diffèrent peu des spectres humains. Les fantômes des ours sont cependant un peu plus gros. Dans l'histoire, il y aura également le fantôme très petit d'une vieille horloge. Le vieux de la montagne, génie puissant des monts et des glaciers, de tempérament facilement irascible. Irascible, c'est qui se met en colère. Voilà, qui se met facilement en colère. Personne d'entre nous ne l'a jamais vu et personne ne sait exactement où il se trouve. Cependant, nous pouvons être sûrs qu'il existe, le vieux de la montagne. Par conséquent, autant se le ménager. C'est-à-dire que le vieux de la montagne, c'est un petit peu comme le Yéti. Personne ne l'a jamais vu, personne ne sait si l'abominable homme des neiges existe, mais on suppose que quelque part dans la montagne se trouve un vieil homme énorme, un peu comme un vieux gorille, qui existe, qui peut nous angoisser, nous faire peur. On raconte des histoires avec ce personnage imaginaire. Un hibou. On entendra sa voix un instant dans le chapitre 2. Caché au plus profond des bois, nous ne pourrons le voir, d'autant que le crépuscule sera déjà tombé. Le crépuscule, c'est lorsque le soleil se couche, quand la lumière baisse, la lumière du jour baisse, c'est le crépuscule. Le portrait que vous voyez ci-contre est donc entièrement imaginaire. Le hibou ne fera que chanter une de ces petites cantates mélancoliques. Ce sera tout. Une cantate, c'est un chant pour une ou plusieurs voix avec accompagnement instrumental. Alors ensuite, les décors. Je termine avec les décors avant de passer au chapitre. Nous verrons d'abord les montagnes majestueuses. Elles ont de la majesté, elles sont belles, elles sont grandes, de la Sicile, lesquelles cependant n'existent plus aujourd'hui, tant d'années ont passé, entièrement couvertes de neige. Puis nous descendrons vers la vallée verdoyante qui verdoie, elle est verte, avec ses bourgades, ses rivières, ses forêts pleines d'oiseaux, ces petites maisons disséminées çà et là, un paysage d'une grande beauté. Des bourgades, ce sont des petits bourgs, des petits villages. Et des maisons disséminées, c'est éparpillé. Il y en a ici, il y en a là, il y en a encore là, ça c'est disséminé. Mais au flanc de la vallée se dressent encore d'autres monts moins élevés, moins abrupts. Moins élevés et moins abrupts, c'est-à-dire moins pentus. Les collines sont plus douces, c'est ça la différence de monts moins abrupts que les premiers. Néanmoins, eux aussi pleins d'embûches. Des embûches, ce sont des pièges et des choses qui peuvent nous embêter. Châteaux hantés, par exemple, grottes habitées par des dragons venimeux qui ont du venin, d'autres châteaux encore peuplés d'ogres.
Autant dire qu'il faut toujours mieux rester sur ses gardes, surtout la nuit. Petit à petit, on approchera ainsi de la fabuleuse capitale de la Sicile, aujourd'hui disparue de la mémoire des hommes. Tant d'années ont passé. Cette capitale est entourée de murs extrêmement hauts et de citadelles fortifiées. Des citadelles, ce sont des murailles. Il y a des tours dans ces murailles et elles permettent de se défendre contre les ennemis. La forteresse principale se nomme Château du Cormoran. Et là, il s'en passera de belles. Le cormoran est un oiseau des mers. Nous entrerons enfin dans la capitale, renommée dans le monde entier pour ses palais de marbre citron. De marbre citron, c'est un marbre jaune. Ses tours grimpant jusqu'au ciel, ses églises couvertes d'or, ses jardins toujours fleuris, ses cirques équestres, ses parcs d'attractions, ses théâtres. Le grand théâtre Excelsior est le plus beau de tous. Et les montagnes d'où nous sommes partis, les reverrons-nous jamais, nos vieilles montagnes ? Là est la question. On va commencer le chapitre 1 bientôt. À bientôt!